Bonjour à tous, vous écoutez Ça Scale ou Ça Casse, le podcast où l'on explore sans filtre les coulisses d'Architect Ops et les nouvelles stratégies go-to-market. Aujourd'hui, on vous propose notre nouveau format Hard Pas de slide, pas de storytelling parfait, juste une discussion franche entre fondateurs où l'on partage ce qui marche, ce qui bloque et comment on construit Architect Ops. On va commencer par des petites présentations, j'espère que vous allez bien les gars. Oui, ça va La nickel, forme. ouais. Et vous? Nickel, nickel. Vu que c'est notre premier épisode, faudrait peut-être qu'on se présente. Est-ce que vous pouvez rapidement me dire qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, voilà, une anecdote, non peut-être pas, mais parlez un peu de vous. Alors moi, je suis un ancien software engineer. J'ai codé pendant 4 ans de ma vie et après, la vie a fait que je tombe sur le gros. Toujours first growth sur diverses startups. J'ai accompagné pas mal de clients en free sur la partie RevOps et go-to-market engineer. Moi, de mon côté, du coup, j'ai commencé en tant que sales il y a 4 ans et demi, 5 ans. J'ai fait un an en tant que sales dans une boîte. Après, je me suis lancé en freelance. Donc, je suis toujours resté sur la partie outbound et je suis très vite allé sur la partie grosse. Donc, ouais, ça fait 4 ans que je fais du gros. Et là, depuis un an, j'évolue de plus en plus sur des missions hein, de go-to-market engineering sur des outils comme Clay qui est un outil qu'on va beaucoup aborder, je pense, dans ce podcast. Et puis voilà. Ok. Moi c'est Christian. J'ai eu une expérience d'agence, notamment chez Germinal, il y a 6-7 ans maintenant, je dirais. Et puis ensuite, j'ai enchaîné les postes en startup, notamment chez Sunday, donc du payant par QR code, chez Clone. Et plus récemment, du coup, je me suis lancé en freelance. Et aussi, j'ai fait un peu de freelance entre-temps, notamment durant Sunday et Clone. Donc, j'ai toujours fait du free et j'ai jamais arrêté. Le but de ce podcast, c'est un peu de vous raconter la genèse d'Architect Ops. Parce que, fun fact, on s'est rencontrés pour la première fois, du coup, ce week-end à Nevers. J'ai bien dit. Même si on parle du projet C'est depuis 2-3 mois, enfin pour ma part, peut-être Martin et Caillot un peu plus avant. le plus, ouais, moi, depuis Ouais. avril. Caillot, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as pensé le projet Architect Ops dans sa globalité? Carrément. Alors, comment c'est venu le projet? En fait, simplement, la raison, elle est bateau, mais en gros, vu que j'étais free, j'aimais à la fois toucher la partie RevOps, à la fois toucher la partie clé, la partie outbound et tout. Et en fait, tu peux pas te vendre comme celui qui fait tout. T'es obligé de te spécialiser, donc t'es obligé de dire au revoir à certaines technos, etc. Et très vite, je me suis dit, ok, j'ai envie de scale, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de vraiment faire ce que j'ai envie à fond. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu créer vraiment un côté Architect Ops. Moi, ce qui me faisait kiffer, c'est pas tant la partie acquisition à proprement parler du terme, c'est pas la partie où on lance 5000 campagnes et on est content. Moi, c'est purement la partie ops, on va lancer des campagnes intelligentes, c'est le fait où ton CRM, je vais pas juste créer un CRM basique, un CRM qui sera vraiment connecté avec tous tes outils, avec une data super quali. C'est vraiment tes ops qui me fait vraiment kiffer. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu tout simplement l'idée. Architecte, parce que pour moi, en architecture, toute cette partie ops, tout bêtement. Et quelle était la frustration du marché que du coup tu voulais résoudre en faisant ça? La frustration, c'est qu'en fait, je voyais beaucoup trop de boîtes que j'avais accompagnées qui mettaient des budgets astronomiques en sales, mettaient des budgets astronomiques en ads, lançaient des campagnes, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut lancer des campagnes. On regarde un tuto YouTube, on scrape, on lance, c'est fini. Et en fait, tout le monde faisait ça un peu n'importe comment. Et le budget était énormément gaspillé. Je me suis dit, attendez, mais si vous connectez tous vos outils, vous avez un process clair, une pipeline claire, en fait, vous divisez votre budget par deux et vous augmentez toutes vos conversions par deux, quoi. C'est là devenu la vraie frustration. C'était vraiment pour ça. Et surtout de voir que en fait, tout le monde payait des outils parce que tout le monde ne voulait pas rater le FOMO. Clay Mhm. avait une croissance phénoménale. Tout le monde voulait payer Clay, mais il l'utilisait qu'à 20%. Ouais. Aujourd'hui, les gens utilisent Clay que pour des scrappers. Alors qu'en fait, la puissance, elle est phénoménale. Je pense aussi c'est la suite logique, on va dire, du marché, de l'évolution du marché, c'est qu'aujourd'hui il y a un amas d'outils sur le marché, les boîtes elles sont prospectées de partout et en même temps ces outils peuvent permettre d'aller récupérer en fait de la data qui est hyper précieuse dans la prospection, enfin, dans l'acquisition et puis de connecter tous les outils. Sauf qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui juste soit les équipes travaillent en silo ou alors utilisent des outils mais de manière indépendante. Et du coup maintenant l'évolution on va dire du marché, c'est de connecter en fait tous ces outils-là, de fluidifier la data au sein de toutes les équipes et de créer des systèmes complets pour de l'acquisition, de la conversion et tout ça, quoi. Sachant que Là. rapidement, n'oublions pas qu'il y a aussi un gap entre ce que font les US et ce que nous on fait en France. Ouais. On est des grosses, on prend beaucoup des techniques qui viennent des US et beaucoup de boîtes en France, en fait, elles ont 3-4 ans de retard. Et ça aussi, c'est aussi une frustration pour nous de nous dire, mince, on veut mettre des choses en place, mais le marché français est tellement pas éduqué pour qu'en fait, on est obligé de se restreindre, entre guillemets. Je pense qu'il y a un enfin c'est même pas je pense, c'est sûr et certain, il y a un gros travail d'éducation à faire sur la partie go-to-market en France parce que bon, déjà effectivement on est en retard sur les US,
Mais il y a beaucoup de boîtes qui comprennent même pas ce que c'est, qui comprennent pas les possibilités en fait qui s'offrent à elles. Donc je pense qu'il y a un gros travail d'éducation et de maturité à faire, quoi. Et du coup, Martin, comment est-ce que tu définirais le go-to-market? Pour moi, en gros, quand on parle de créer des systèmes go-to-market, en fait, c'est mettre en place une stack d'outils qui permet de faire travailler les équipes ensemble, de fluidifier la data entre les équipes et de créer des systèmes complets qui servent à la fois le CRM, enfin à la fois l'équipe Ops, à la fois les sales, à la fois le marketing, et surtout de créer des systèmes en fait qui permettent de scaler et de faire du volume. Là où avant on était limité dans ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, on peut aller chercher des datas, comme j'ai dit, on peut aller chercher des datas hyper poussées, détecter des signaux hyper poussés de manière automatique, histoire en fait de simplifier la tâche des équipes et de supprimer toutes les tâches manuelles. Et c'est vraiment de créer des systèmes tout automatisés et en allant chercher les bonnes datas, en mettant les bonnes datas au bon endroit, avoir un CRM à jour et de créer vraiment des systèmes complets sur toute cette partie-là, quoi. Et quand tu parles de système automatisé et d'intent, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Là, par exemple, dernièrement, un cas typique où en fait il y a une boîte qui est venue me voir, c'est d'ailleurs la méthodologie là qu'on est en train de mettre en place chez Architectop, mais un client qui est venu me voir où en fait il lançait des campagnes, il y avait un gros qui faisait des campagnes, mais les sales géraient mal les rendez-vous, les campagnes ils mettaient 3-4 jours à lancer une ou deux campagnes, et en plus les résultats étaient pas là. Donc ça c'était le constat que j'en ai fait. On est parti sur une phase de test où on a fait pas mal de tests, on a lancé pas mal de campagnes. On a identifié en fait les intents qui étaient bons. Donc là en l'occurrence, bon, c'était les intents un peu classiques, typiquement les levées de fonds, les recrutements. Mais en fonction des boîtes, en fait, on peut aller chercher des intents beaucoup plus précis. Et là du coup l'objectif c'était on avait identifié en fait les meilleurs intents, les meilleures campagnes. Et du coup là j'ai créé toute une infrastructure pour le système. Donc on parle d'infrastructure, bah là on a 70 adresses mail qui envoient presque 1200 mails par jour. On a 40 comptes LinkedIn on fait de la rotation sur ces comptes LinkedIn pour faire énormément de volume. Et là du coup sur ce système-là, c'est un système qui génère entre 30 et 50 rendez-vous par jour pour les sales. Donc il y a l'équipe sales qui est derrière qui peut le traiter, mais pour toutes les réponses, en fait, derrière on a créé aussi des setters IA qui vont y répondre automatiquement au système. Et ce qui fait que là toutes les tâches qui peuvent être faites avec de l'IA de manière intelligente, qui peuvent être automatisées, sont automatisées, ce qui fait que la grosse qui s'occupe avant des campagnes, bah maintenant s'occupe d'autres tâches où il y a de la valeur ajoutée, et les sales peuvent juste se concentrer sur le closing, et ils ont les leads qui tombent dans leur agenda, quoi. Donc c'est plus ça. Et en fait, c'est juste une question de volume. C'est ça l'avantage des systèmes auto-market, c'est qu'on peut faire énormément de volume et du coup générer beaucoup de résultats, quoi. Et Caillou, est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à ce que Martin vient de dire? Ouais, totalement. C'est que dans le go-to-market engineering, l'avantage de contacter des milliers de personnes en même temps, etc., c'est qu'en fait, chaque personne, on va les contacter avec des signaux précis, donc c'est vraiment 100% personnalisé. C'est comme si, entre guillemets, quand on fait du go-to-market engineering, on vous met en place 6, 5, 4, même 7 SDR prêts à pouvoir outreach avec des messages ultra personnalisés au bon moment directement. Et tout ça connecté au CRM, c'est ce qu'on essaie de En faire. plus, Tout ça connecté au CRM, de ce qui fait que il y a toujours un CRM à jour, les personnes qui changent d'entreprise, toute la data en fait qui peut être obsolète très rapidement, tout ça on la met à jour automatiquement. Et en plus on envoie des actions derrière pour contacter les personnes, quoi. Et par rapport à la vision, quelle est votre vision par rapport à Architect Ops, que ce soit à la fois côté client et aussi côté freelance d'ailleurs, les personnes avec qui on va travailler? alors, côté client, être vraiment comme une agence premium. On se vend comme des ingénieurs. Pour le coup, go-to-market engineer, RevOps, on est vraiment sur des sujets assez techniques. Donc, on n'est pas le petit gros du coin qui a juste fait un workflow Zapier, quoi. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment du pure tech. On va sur des sujets assez complexes. On accompagne des SaaS, on connecte leurs data produits. Donc, c'est des sujets que c'est pas tout le monde en soi qui peut le faire. C'est des sujets qui sont assez transverses aussi, et on veut vraiment mettre en fait ce côté premium en avant. Donc ouais, donc si Ouais. Martin, tu veux compléter, vas-y. Ouais, bah, je pense, mais en vrai, on a la même vision sur la partie client ou la partie freelance, mais vraiment avoir ce côté très tech. Donc même sur les freelances qu'on fait rentrer, c'est vraiment d'avoir une vraie sélection. Et je reprends l'expression que tu as utilisée avant, sur mais pas que ce soit un moulin à vent, quoi. Et que on puisse être vraiment sélectif sur les profils qu'on fait rentrer et avoir que des profils très tech, quoi, et très experts dans leur sujet en tout cas. On veut garder ce positionnement premium et puis c'est aussi un parti pris d'avoir même dans notre communication, même dans les podcasts, souvent d'utiliser des termes peut-être qui ne sont pas forcément compris par tout le monde, mais c'est aussi le positionnement qu'on souhaite avoir, d'avoir même dans notre communication ce côté très tech, quoi. Et pour compléter ce que vous avez dit, moi je dirais aussi l'envie de créer une communauté de freelance.
engagé qu'on pourrait voir dans des événements ou autres, mais pas juste servir de passe-plat entre guillemets. C'est Ouais. un peu facile à dire, on verra si on arrivera à le faire ou pas. Mais moi, le pain que j'ai marqué chez les Free, parce qu'on l'a tous été tous les trois, c'est qu'en réalité, on est souvent très seuls. Encore plus Ouais. lorsque, comme nous, on n'habite pas à Paris. Et qu'en fait, on peut très vite rentrer dans un mood où... c'est bizarre parce qu'en tant que freelance, t'es à la fois chez le client, mais t'es un externe. T'as toujours le sentiment bizarre de jamais appartenir, entre guillemets, à une équipe. Et puis moi, je trouve aussi que quand t'es freelance, en fait, c'est un peu le moment où tu stagnes, notamment au niveau. Et que j'ai vraiment aussi envie d'essayer de progresser du coup avec la communauté de Free, mais aussi faire progresser les gens. Et je pense qu'en disant, si on arrive à résoudre ces deux pains, c'est vraiment, c'est vraiment top, que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde en fait. À la fois pour nous et pour les Free. Et effectivement, hein, pour avoir été free et tout, c'est dur, je pense, ça va être un vrai challenge, tu vois, de réussir à vraiment le faire sentir, enfin faire ressentir aux free qui fassent partie d'une communauté et même tu vois dans les missions, je pense que ça se ressent aussi dans les missions. Si tu te sens vraiment intégré, que tu sens que nous si on est derrière, qu'on fournit tu vois, on va fournir les outils, les templates, les assets, tout ce qu'il faut quoi. Mais de vraiment faire sentir le sentiment d'appartenance là au free et pas juste qu'ils se disent ok c'est juste en fait un collectif qui m'apporte des missions quoi. Ouais. C'est exactement ça. Et parlons un peu de nous, en gros, qu'est-ce qui vous motive le plus dans ce projet globalement? Il y en a plusieurs, des grosses motivations. L'envie de scale. Parce qu'encore une fois, c'est un projet, c'est pas comme être free. Tu changes de step, t'es plus à tout faire, tu fais des choses totalement différentes, la gestion n'est pas la même et tout. Donc c'est ça. C'est le fait aussi de s'associer, d'une part. Je trouve que et on le voit très bien en free. En free, on a tous testé, je pense, de faire 2-3 trucs un peu différenciants, etc. Mais comme on le répète depuis tout à l'heure, on est un peu seul dans notre coin. Parfois, on n'a pas forcément les compétences aussi. Et là, en fait, le fait de s'associer, d'avoir des personnes avec des compétences qui sont diverses, de se compléter, tout simplement, en fait, tu vois les choses beaucoup plus grandes. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Et toi, Martin? Moi de mon côté, bah c'était pareil, c'est un peu la suite logique aussi. Ça faisait comme dit, ça faisait 4 ans que j'étais en freelance, donc en fait, je voulais passer au step au-dessus. Tu vois, comme tu dis, en fait, en freelance, tu peux très vite stagner. Bah déjà parce que t'es limité en termes de chiffre d'affaires et même t'es beaucoup dans ton coin et tout ça. Et là, moi, je ressentais le besoin de créer un truc, de monter un truc. L'opportunité est arrivée là avec Caillou qui m'a présenté le projet, mais même si je pense Caillou m'avait pas parlé de ce projet-là ou quoi, je pense que même moi j'aurais monté quelque chose de mon côté. Désolé, le chien il a aboyé. Vous l'avez entendu? Ouais, oui. C'est pas grave. On va le garder dans le podcast, ça c'est bon. Ça, je ne comprends pas. On regarde ça. Ouais, du coup, donc monter quelque chose, s'associer avec des gens et puis travailler à plusieurs. Et puis là, même c'est hyper stimulant. Tu vois, le week-end qu'on a passé à bosser ensemble, travailler ensemble, on va beaucoup plus vite. C'est la première fois que je travaille vraiment comme ça là avec d'autres personnes. Et puis c'est hyper stimulant. Donc là, j'ai trop hâte de tout lancer et puis de voir ce que ça va donner d'ici les prochains mois, quoi. Oui, carrément. Et moi, de mon côté, bah, un peu comme vous, le côté association déjà de 1. C'est-à-dire, moi, c'est vrai que de manière personnelle, j'ai quand même beaucoup de mal à bosser tout seul. Je suis bien meilleur lorsque je bosse avec des gens que je considère aussi comme bons. Ça, c'est la première chose. Et puis Ouais. la deuxième chose, les gars, forcément aussi, forcément le côté pécuniaire, hein, pas se mentir. C'est important de le dire. Hein. C'est important de le dire. On l'a C'est tous dit à important de Nevers, le vous dire. avez pas osé le dire là durant le podcast. Non, mais ouais, si, c'est clair. Oui, on n'est pas une asso. Même si c'est pas le la première motivation, mais on va pas se mentir, faut quand même payer des factures. Donc c'est important. Et revenons sur notre week-end. Du coup, bah déjà, pourquoi Nevers? Bah, en réalité, c'est moi qui vais répondre à cette question. Parce que c'est moi, Christian, qui ai choisi la destination de Nevers. Parce que c'est vraiment au milieu, entre où on était localisé. Donc Caillou habite à Orléans, même si là il partait de Paris. Martha vient de Lyon. Et en fait, c'était vraiment la seule destination en fait, qui était centrale où tout le monde mettait 2 heures. Sinon, il y en avait forcément un qui se faisait un peu arnaquer et qui mettait 4 heures. Donc, je voulais prendre quelque chose d'équitable pour la première rencontre. C'était Nevers ou Ouais. Dijon, je crois, mais bon. Ouais, Et Nevers, Dijon, Bourges, Dijon. Dijon, Ouais, c'est c'est un ça. peu ça les destinations, ouais. Je connaissais Et- même pas Nevers. Bah, moi, j'avais déjà entendu parler parce qu'il y a le circuit Manicourt à côté. Mais c'est tout, Ouais. quoi. Et pour le coup, ouais, comment vous trouvez que s'est passée la première rencontre? Parce que pour le coup, oui, on s'est jamais rencontré avant. On a beaucoup parlé, par contre. Mais Ouais. c'était un peu un date Tinder, quoi, au final. Ah, c'était clairement. On parle, et comment tu m'as trouvé, Et Caillou? finalement, on a fini en troupe. Correspondait C'est ça, on va faire Non, mais ouais, en vrai, c'est vrai, parce qu'on se connaît. Enfin, moi, Caillou, je le connais depuis. Bon, ça fait 1 an que je le connais, enfin, de LinkedIn et tout. Et puis après, ça fait vraiment depuis janvier que on a vraiment commencé à échanger. Christian, toi, je te connais. Bah, on s'est rencontrés de par Caillou en juin. Mais du coup, ça Ouais. fait à peine
même pas un an, quoi, qu'on se connaît. Toi, Caillou, je sais pas depuis combien de temps tu connais Christian. Je sais même plus dire. peut-être un Pareil, peu, hein. Mai, Ah, voilà. juin, avril, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et non, ouais, bah pour le coup, moi je trouve que ça s'est assez bien passé, très bon fit. On a très bien bossé samedi pour le coup, je trouve. Ouais. Euh, On a bien avancé, on a été productif et tout, c'est cool. on a été préparé productifs dans tous pas les mal de sens du choses. terme, de 9h à minuit, non, un peu plus tard. Donc c'était hyper intéressant. On a pas mal parlé de ce qu'on voulait faire, de la vision. Moi j'ai trouvé aussi qu'on était bizarrement très alignés. Enfin, c'est pas bizarrement, mais on a eu aucun désaccord sur les sujets principaux, on va dire. Enfin, même désaccord tout court, hein. On a été à 1 an, 3 ans, 5 ans, on était toujours d'accord sur où on voulait mener Architect Ops, sur ce qu'on voulait Même faire le aussi sur positionnement et tout ça. le positionnement. On a toujours été d'accord, notamment sur la partie premium, sur la partie accompagnement freelance. On avait déjà un peu parlé avant le week-end, mais c'est vrai que là, de mettre tout à plat et puis de cadrer tout ça, en vrai, c'était cool qu'on soit tous alignés sur ça et qu'on veut tous aller dans la même direction. Ouais. Est-ce que vous avez un petit souvenir ou une anecdote marrante de Nevers? Vas-y, Caillou. J'en ai deux. La première, celle qui me fait toujours rire, c'est quand Martin nous a partagé les avis de la boulangerie de sa ville. Non, on pourra pas les répéter par contre. Si vous voulez le Ça va- screen, allez voir Martin. Ça va rester Ouais, privé, vous irez DM Martin, on peut pas l'envoyer par contre. Je pourrais pas, sinon on va se faire ban. Moi, je fais pas cancel des premiers épisodes. Ah, mais vous pourrez, si vous êtes curieux de savoir la vie de ma boulangerie à Lyon, je vous l'enverrai. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Enfin bon. Non, alors, il y a deux trucs qui m'ont marqué. Ensuite, si on va un peu plus sérieux, en côté pro, c'est le fait, effectivement, comme tu as dit, Christian, qu'on soit aligné, mais quasiment à 100%, quoi. Ça, c'était vraiment marquant. Et Ouais. ça a fluidifié la confiance et c'est venu d'un coup, quoi. Donc ça, c'était cool. Et si on va vraiment parler en côté fun, en fait, c'est quand vous m'avez détruit au bowling sur la Wii, et que moi, je me suis rattrapé dans la vraie vie, quoi. Parlons-en, moi j'ai raté cette anecdote. Parce que du coup, il y avait 3 chambres dans le Airbnb. Parce que on n'était pas encore du coup assez proches pour dormir ensemble. On s'est dit 2 possibilités. Soit on Sur joue... une place, en plus, ça aurait été compliqué. Ouais, c'est ça en plus. Soit on joue, soit on fait un tir le sort, soit on joue en fait la meilleure chambre, du coup le meilleur lit en fait au jeu. Du coup, Caio a ramené sa Wii, donc on a joué à Wii Sport, on a joué au tennis, Caio il a perdu, on a joué au basket, Caio il a perdu, on a joué au bowling sur Wii, toujours sur Wii, Caio il a perdu, on a joué au volley. Caillou il a perdu, est-ce qu'on a joué autre chose? Il a tout perdu. On a joué à Mario Kart, qui a été le jeu final, il a encore perdu, Caillou. Fallait bien qu'on le laisse gagner quelque part, en gros. Ah, mais Mais c'est du surtout coup- qu'au vrai bowling, il jouait ses parts aussi. Et je le sépare aussi, ouais. C'est ça, c'est pour ça qu'on l'a laissé gagner. Ouais, il était obligé. Exactement, ouais. Non, mais du coup, pour le résultat final, c'est Martin qui a gagné. Voilà. Ouais. Et du coup, j'ai le lit de place. Il y a une de place, et nous, on a dormi en ligne place de 1 mètre sur 1 mètre, et Caillou, pareil. Moi, ça va. Moi, ça faisait ma Il y taille. aura plus de budget pour les prochains séminaires. Ah, j'espère, hein. Maintenant, faut closer. Ensuite, pardon, mais Martin, est-ce que t'as autre chose à ajouter sur Nevers? La ville, est-ce que t'as marqué Bah non, une mais moi, anecdote très ou- cool. Première fois que, enfin, plusieurs participations, mais première fois que je testais la VR, on a fait un Call of Duty Zombie en VR. Première fois de ma vie, je testais Ah, ça, c'est vrai, c'était c'était bien incroyable. ça. C'était Ah, c'est vrai, incroyable. ça a marqué ça. C'est marrant aussi. Ah, c'était trop stylé, j'ai kiffé. Non, c'était vraiment marrant. Et autre anecdote, c'est vrai par rapport à Nevers, c'est du coup on était en centre-ville, donc tout ce qui est bowling plus centre de verre, en fait c'est vraiment périphérie de la ville. Et donc j'appelle un taxi, il me répond pas, un deuxième il me répond pas. Du coup j'appelle la centrale, il me répond, donc on monte dans un taxi et en fait on apprend qu'en gros ce taxi-là, le mec en question, c'était le seul de Nevers. Il y en avait un seul. Il travaillait jusqu'à 7h du mat et il avait Et 3 ouais. courses. Il a eu 3 courses ouais, à 21h, on est parti, je sais plus à quelle heure on est parti, à 21h je crois, un peu tard. Et il avait 3 courses. Il avait 3 courses le pauvre. Et moi je vais pas vous mentir, je me suis quand même dit que du coup on a fait la soirée aux salles d'arcade et au bowling vers minuit 30, 1h du matin, je sais plus trop. En fait si le gars nous répondait pas, on était parti pour marcher là. Hein. C'était... Ouais, sauf qu'il y avait chaud, hein. 2 heures de marche, quoi. Ah oui, il y avait 1h30 de marche. C'était Hein. grave long. Peut-être Ouais, pas 2 heures, 1h30, mais un c'était peu grave moins. long. Mais ouais, c'était loin quand même. J'ai eu un petit coup de chaud quand même. Mais après le gars il chantait quand l'appelant, je l'ai un peu réveillé, il somnolait, il nous l'a dit d'ailleurs. Et il dormait sur son canapé. Et il dormait sur son canapé, ouais. Mais ouais, fun fact. Reparlons un peu de la vision et des ambitions. Comment est-ce que vous deux vous voyez Architect Ops dans 5 ans? Je pense qu'on aura des parts dans LVMH et tout ça. Ouais, ça pour le coup c'est très facile à atteindre. On achète, on ouvre un compte titre avec Architect Ops et on achète des parts.
Non, Ouais, vas-y, non, sérieusement, vas-y, Caillou, je laisse Ouais, enchaîner. bah non, simple, leader européen au go-to-market engineer et RevOps. Rien de Ok, plus, rien de moins. En simple, gros, ok. notre objectif, c'est que quelqu'un qui pense go-to-market engineering, RevOps ou Clay, il pense à ArchitectOps, il pense à nous. Très simple, bah ouais, je suis Et d'accord. toi, En bon, fait, on en a aligné, de parlé, toute on est. façon. Bah oui. Je suis assez d'accord sur ça et ah oui, et j'ajouterais du coup pour compléter ce que vous avez dit, avoir la partie SaaS aussi qui fonctionne, parce que ça c'est vrai qu'on l'avait pas précisé dans la vision. Peut-être qu'on n'a pas parlé plus tôt, j'ai plus en tête, mais je trouve que c'est le meilleur moment pour créer une agence qui puisse financer un SaaS. Je pense qu'il y a 5 ans, ça aurait pas été le Mhm. meilleur timing, mais aujourd'hui, avec tous les outils IA, en fait, on rentre dans une ère où bah, c'est un tweet de Sam Altman que je vous avais partagé. C'est un peu l'art de la fast fashion du SaaS. Bon, j'espère qu'on sera pas du coup le Mhm. Shein quoique c'est comme géant. Mais en termes de qualité, on va dire, on sera pas le Shein du SaaS, mais oui, on arrive forcément dans Après, une ère, on va pas se mentir, où les SaaS vont monter enfin, très rapidement avec l'IA, ouais. notamment avec tous les outils qui permettent de le faire. Et pour moi, c'est le meilleur moment de le faire, de monter à la fois un projet service et de SaaS qui est quand même très ambitieux. Peut-être qu'on arrivera, peut-être qu'on n'arrivera pas, mais en tout cas, c'est noté sur le papier. Et Martin, vas-y, je te laisse la parole. Non, j'allais juste dire qu'effectivement, c'est là sur la partie SaaS, comme dit, il y en a, même avec les Lovable, tout ça, qui sortent en 2 secondes, t'arrives à build un truc. Euh, et après, il y a ceux qui, je pense, il y a toute la partie marketing derrière, image, enfin promotion, acquisition, Ouais. tout ça, qui est plus compliqué. Et là, je pense, c'est là où nous, si on peut faire la différence, bah, de un, parce que c'est notre métier, et de deux, parce qu'on peut tester aussi sur nos clients directs et implémenter en fait ce Ouais, qu'on crée sur chez nos clients, quoi. Donc, carrément. Est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à ça, Caillou? Ouais, mais non, je pense qu'on croit beaucoup en la vision de service et produit ensemble. Ton produit ramène du service, ton service implémente ton produit. Et en fait, c'est une logique qui pourra prendre sens à la fin. Et je pense que demain, plusieurs agences se mettront là-dessus. Demain, c'est pas une agence solo et un service solo qui fonctionnera, c'est les deux ensemble. Ouais, je suis d'accord. Totalement d'accord. Même si c'est des mini-produits ou autres, mais je suis totalement d'accord avec toi, Caillou, sur ce point-là. Je pense qu'on arrive sur la fin. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ou qu'est-ce que vous aimeriez que nos auditeurs retiennent de ce premier épisode? Parce que ce que je veux que les auditeurs retiennent, c'est que nous, on veut faire preuve de transparence. Qu'on crée une boîte à trois, c'est pas forcément simple. On veut montrer toutes les galères, toutes les réussites aussi, toutes les grosses réflexions qu'on aura à l'avenir. Et on veut aussi montrer que, en fait, le plus il y a important, pas mal de c'est galères. poser les règles du jeu, quoi. Ouais, c'est poser les règles du jeu, nos valeurs, nos rôles, nos ambitions, nos galères, être transparent. Et que bon, derrière, on fait pas ça que pour l'argent, aussi pour créer un truc qui a vraiment du sens, quoi. Je suis assez d'accord. Est-ce Complètement. que tu as un autre élément à ajouter, Martin? Non, et puis que là aussi, ouais, que là sur le premier podcast, c'est un peu un podcast, podcast d'essai, mais l'idée, comme dit, dans les prochains, c'est de vous partager enfin, d'essayer d'avoir un maximum de transparence, de vous partager tout ce qui peut être, enfin, tout ce qu'on peut, et de vous montrer un peu l'évolution à la fois sur la partie client, sur la partie freelance, sur la partie process en interne, et puis si ça peut servir à ceux qui écoutent, ça sera avec grand plaisir. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Et moi, j'aimerais juste ajouter le fait que pour le coup, ce que j'aimerais que les auditeurs retiennent, c'est de un, le positionnement qu'on va avoir côté freelance et côté client. On va vraiment se positionner comme une agence, enfin collectif premium. Comme indiqué dans nos belles slides, pas de stagiaires, pas de juniors, que des experts. Belle punchline. Et que, ouais, aussi, bah, niveau transparence, moi, j'aimerais bien être le plus transparent possible. J'espère qu'on y arrivera. Parce que c'est très facile, ça, c'est quelque chose de très facile à dire, dans les faits, et très dur à Ouais. réaliser, et que sûrement le moment où il faudra vraiment montrer les trucs, bah, les moments où ça se passe pas bien, bien ou pas bien, mais surtout pas bien, bah, qu'on le montrera réellement. En réalité, et qu'on se cachera pas derrière des trucs. Et on n'a pas parlé aussi par rapport à nos valeurs, mais c'est un truc qu'on a déjà travaillé. Je pense que c'était un peu early, c'est un peu early. Mais pour moi, c'était hyper important de se dire, bah, du coup, qu'en gros, faut que ce soit toujours transparent entre nous, pas de bullshit, qu'on a chacun nos rôles, et que le but, c'est qu'on a vraiment un but commun qu'on veut atteindre, en fait. Et que ces valeurs-là doivent nous aider à les atteindre. Ouais, Donc, clairement. Totalement ok, aligné bon. sur tout ça. Bah, écoutez, je pense qu'on est bon. Bah, merci Caio, merci Martin, Merci à toi, Christian. et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.